Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette rencontre organisée par l'IREMO, Environnement et conflits en Méditerranée, jeux et pouvoir, enjeux d'avenir. Je suis donc Priscilla Ramonjon. J'aurai le plaisir de modérer ces échanges aujourd'hui. J'ai aussi le plaisir d'avoir coordonné avec Mathieu Brun, qui est chercheur associé à Sciences Po Bordeaux et également à l'IREMO, le directeur scientifique de la Fondation PARM, qui sera là bientôt, ce numéro de Confluence Méditerranée que vous avez pu lire et voir, et vous avez aussi à l'entrée si vous le souhaitez. La Méditerranée et le Moyen-Orient, berceau de civilisation et carrefour d'échanges, constituent un arc de crise socio-politique multiple, irrésolu et prolongé. En parallèle, la région est confrontée à des défis environnementaux et climatiques majeurs. Ces crises, bien qu'elles soient fréquemment considérées sous l'angle écologique, doivent aussi finalement être examinées sous le prisme politique et des dynamiques sociales et économiques, desquelles elles sont parfois les racines, parfois également les symptômes. En effet, les deux crises s'auto-alimentent. Les crises environnementales exacerbent les tensions politiques et sociales, tandis que les réponses politiques désorganisées, parfois inadaptées, voire insuffisantes, renforcent l'instabilité et la vulnérabilité des États et des populations face aux défis environnementaux. L'accès à l'eau, la gestion des ressources de manière plus générale, la pollution, les catastrophes naturelles sont autant de sujets qui mettent en lumière les liens intrinsèques finalement entre ces différentes crises. Et dans ce numéro, Crise du politique, crise de l'environnement, les auteurs proposent des analyses révélant finalement ces fragilités qui sont structurelles d'un espace qui est déjà sous contrainte et qui appelle également finalement à une révision profonde des systèmes sociaux, économiques et de gouvernance actuels. Donc, on a dans ce numéro une analyse par exemple de Pierre Blanc qui revient sur l'usage de l'eau et de la terre en montrant par une approche géohistorique et comparatiste que les démocraties, les pouvoirs autoritaires et les régimes hybrides sont nettement contrastés dans leur rapport à ces ressources. La contribution de Nizar Hariri analyse également les privations en eau et l'accaparement de cette ressource à partir du cas du Liban justement. On a également un article d'Émilie Lavie et de Pipita Oulamed qui interroge le devenir de la production oléicole en Tunisie face à des choix politiques et commerciaux à contresens finalement des enjeux climatiques et des ressources naturelles limitées dans ce pays. Elles mettent d'ailleurs en exergue les liens entre les crises des modèles agricoles modernes et les crises du politique que traverse le pays. L'article de Siem Atala, en reprenant d'ailleurs l'exemple des crises de l'eau à Bassora en Irak, montre que le changement climatique n'en est pas le seul responsable finalement de cette crise, mais que l'incurie politique et la captation des ressources entraînent de fortes instabilités politiques et sociales. Et face à la crise climatique et géopolitique que connaît la région du Levant, Dani Reches propose aussi une analyse des co-bénéfices qu'apporterait une coopération régionale basée sur des échanges eau-énergie par exemple, entre Israël, la Palestine, la Jordanie. Elle met en avant des opportunités et des liens entre des réponses à des enjeux climatiques et environnementaux et la construction d'interdépendances politiques saines. Nous avons aussi aujourd'hui donc l'occasion d'explorer plus particulièrement 3 cas qui sont présentés dans le numéro. Et pour cela, on a le plaisir d'accueillir Damien Calais qui est juste à côté de moi, qui est agrégé d'histoire, docteur en géographie et ingénieur agronome. Il enseigne les agro-équipements et l'agriculture de précision à l'Institut Agro de Dijon. Il nous présentera donc son analyse de l'agriculture sous serre dans la bande de Gaza, qui a été coécrit avec Houssam Al-Najjar, enseignant-chercheur à Gaza, et vous révélez dedans les liens évidents entre les crises environnementales, politiques et humanitaires évidentes. On a également parmi nous Jérémy Deniol, merci d'être parmi nous, doctorant en géopolitique à l'Université de Reims Champagne-Ardenne au laboratoire Habité. Il va se pencher sur le cas de l'Égypte, qui est premier producteur africain de blé, et sur les défis qu'il rencontre finalement face au manque de ressources, à la nécessité de concilier finalement sécurité alimentaire, durabilité environnementale dans un contexte de déjà forte pression, à la fois externe et interne. Et enfin, et à distance, nous avons le plaisir d'accueillir Juliette Rénon-Thiedrez, qui est chercheuse indépendante sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, qui est également membre de la Commission internationale de juristes, et avec Alexander Royal, chercheur indépendant sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord,
Elle a analysé donc le cas de la tempête Daniel qui est survenue le 10 septembre 2023 en Libye, et donc ses conséquences également dramatiques sur la ville de Derna. Et dans cette analyse, ils mettent en évidence comment les défaillances de gouvernance, l'état des infrastructures et la gestion de crise ont amplifié les effets de cette catastrophe naturelle. Et c'était révélateur finalement des fragilités de ce contexte qui était déjà fragmenté. Voilà. Ces 3 analyses, donc, elles sont évidemment sur des contextes très différents en Méditerranée et au Moyen-Orient, mais elles sont liées par un fil conducteur. Elles montrent comment les crises environnementales sont souvent exacerbées par les facteurs politiques, économiques et sociaux, et comment elles touchent aussi de manière disproportionnée les populations les plus vulnérables. Et donc, pour approfondir ces sujets, on va d'abord avoir donc une présentation, en tout cas un premier aperçu des travaux de nos différents intervenants, et ensuite se suivra une session de questions-réponses avec nous. Voilà, je vais donc commencer par donner la parole à Juliette, si elle nous entend. Merci beaucoup. Donc, désolée de pas pouvoir être là en personne. Je suis basée en Tunisie, donc c'est vrai que c'était peut-être un peu compliqué de venir à IREMO ce soir. Mais voilà, contente d'être avec vous. Donc, comme Priscilla a dit, je m'appelle Juliette Clémentine-Drey, je suis conseillère juridique adjointe à la Commission internationale des jurys. J'ai écrit cet article avec Alexandre Royal. Moi, je suis plutôt avocate, lui, il est plutôt chercheur politique. Donc, vous verrez vers la fin, il y a une partie sur le droit, c'est ce qui m'a intéressé le plus. Mais voilà, on a écrit ça ensemble avec ces 2 aspects. Donc voilà, c'est l'article est sur les inondations qui ont frappé Derna en septembre 2023. Je sais que la Libye est un contexte qui est un peu compliqué, qui est pas forcément très couvert dans les médias, aussi par les think tanks, etc. Donc, je vais me permettre de juste très rapidement faire un topo sur la situation en Libye et de Derna. Donc, la Libye est fragmentée depuis 2014 et depuis 2019. En fait, après la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, après le printemps arabe, la révolution libyenne, le pays a commencé à se fragmenter entre l'ouest et l'est du pays. Depuis 2014, surtout parce qu'il y a eu un conflit armé, un conflit armé en 2019. Et donc maintenant, on se retrouve avec d'un côté à l'ouest le gouvernement qui est reconnu par l'ONU, par la communauté internationale, le gouvernement des unités nationales, et à l'est, vous avez le gouvernement de la stabilité nationale. Donc voilà, un peu la même chose mais un peu différent. Et les autres acteurs importants à l'est dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est bien sûr l'armée nationale libyenne. Alors ne vous détrompez pas, c'est pas vraiment une armée, c'est plutôt une coalition de milices. Elle est pas vraiment nationale non plus. Elle contrôle l'est du pays, le sud aussi, mais elle n'est pas présente dans l'ouest parce que voilà, ils sont fragmentés. Et le Parlement, la Maison des représentants qui a été élue en 2014 pour un mandat de 4 ans. On est en 2025, ils sont toujours là, mais voilà, il n'y a jamais eu d'élection depuis. C'est un peu une des questions récurrentes en Libye d'organiser ces élections. Quant à Derna, elle a aussi connu ces fractures. Donc, c'est une ville qui est basée dans l'est de la Libye, à 250 kilomètres plus ou moins de Benghazi. Et en 2014, tout d'abord, il y a eu des conflits entre la branche libyenne de l'État islamique et un autre groupe armé qui s'appelle le Conseil des Moudjahidines. Ensuite, le Conseil des Moudjahidines a gagné, mais a ensuite perdu contre l'armée nationale libyenne. Donc, au moment des inondations de Derna, c'est l'armée nationale libyenne qui contrôle Derna. Voilà, désolée si vous saviez tout ça, mais ça peut être un peu important pour mes développements. Donc, ce qui s'est passé à Derna, c'est donc la tempête Daniel, c'est une tempête qui venait du nord, qui est passée par la Bulgarie, la Turquie, mais qui n'a pas eu un impact aussi important, puis qui est arrivée à Derna donc très tôt le matin, le 11 septembre 2023. Les chiffres, on n'est jamais trop sûr. Il y a des chiffres conflictuels, mais il y aurait eu plus de 4 000 personnes décédées, 4 000 personnes disparues et plus de 40 000 personnes déplacées. Encore aujourd'hui, beaucoup d'entre elles sont déplacées, par exemple à Benghazi ou même carrément jusqu'à l'ouest de la Libye. Comme Priscilla disait, il y a voilà 2 aspects. L'aspect environnemental, et ça a été reconnu que cette tempête a été aggravée par le dérèglement climatique. Une tempête comme celle-ci, non, voilà, c'est une tempête, mais là, elle a été tellement
extrême qui l'ont reclassifié comme cyclone subtropical méditerranéen, qu'on appelle aussi un Medicane. Bon, désolé, je vous perds un peu dans les termes scientifiques. Et il n'y a pas vraiment de consensus pour savoir si les Medicanes deviennent plus fréquents à cause du dérèglement climatique, mais il y a un consensus qui deviennent plus extrêmes, jusqu'à 50% plus extrêmes par rapport à une température, enfin, lorsque la température aurait été à 1,2 degrés Celsius de moins qu'aujourd'hui. Et c'est en fait parce que, par exemple, cette tempête-là, elle va passer au-dessus de la Méditerranée. La Méditerranée, ça fait 40 ans qu'elle chauffe et elle est à 2 degrés Celsius plus chaude qu'il y a 40 ans. Et donc, la tempête devient plus chaude et peut absorber plus d'eau. Donc, les pluies deviennent plus diluviennes. À Derna, encore plus particulièrement, le dérèglement climatique a aggravé les conséquences puisque il n'avait pas plu depuis très longtemps. Donc, le sol était très, très sec. Et quand les pluies sont arrivées, elles n'ont pas pu être absorbées par le sol, mais elles ont simplement glissé. Et voilà, elles ont tout lavé sur leur passage. Les autorités libyennes, après la catastrophe, ont été, entre guillemets, bien contents de mettre la faute sur le changement climatique. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'après le secrétaire général à l'époque de l'Organisation météorologique mondiale, c'est surtout les décisions humaines des autorités libyennes quelques jours avant les faits qui ont fait qu'il y a eu autant de morts, autant de déplacés, autant de disparus. Donc il y a deux grandes décisions, séries de décisions qui ont vraiment aggravé la catastrophe. La première chose, c'est parce que 2 barrages qui étaient très mal entretenus ont cassé pendant la tempête. Donc en amont de Derna, il y a une rivière et il y a 2 barrages. Des barrages ont été construits dans les années 70. Dans les années 80, ils avaient déjà remarqué qu'il y avait des fissures. Dans les années 90, il y a eu un conflit entre un groupe rebelle armé et le gouvernement de Kadhafi, et un des barrages s'est pris un missile. Donc en début 2000, le gouvernement de Kadhafi a décidé de rétablir ces barrages et aussi d'en construire un 3e. Sauf que ça a pris très longtemps pour que les travaux commencent. Ils ont commencé en 2010. C'était une compagnie turque qui devait faire les travaux en 2010. Sauf que ils n'ont pas eu le temps de tout terminer. Apparemment, même pas vraiment le temps de commencer. Il y a eu la révolution et donc la compagnie turque est partie parce qu'elle trouvait que la situation sécuritaire en Libye était trop compliquée. En 2012, quand la situation était un peu plus calme, le ministère des Eaux a alloué 2 millions d'euros pour la reconstruction de ces barrages et pour la construction d'un 3e barrage, comme tout à l'heure. À nouveau, ça a pris du temps. Ils ont essayé de commencer à travailler en 2014, mais comme je l'ai mentionné, il y avait un conflit armé entre la branche libyenne de l'État islamique et le Conseil des Moudjahidines, donc la compagnie turque a pas voulu aller sur le terrain. Quand enfin c'est l'armée nationale libyenne qui a pris le pouvoir de la ville de Derna, Khalifa Haftar, qui est le chef de cette armée, de cette coalition de milices, ne s'entend pas bien avec les Turcs. D'ailleurs, les Turcs vont soutenir, jusqu'à aujourd'hui, ils soutiennent le gouvernement de l'Ouest et pas le gouvernement de l'Est. Donc, pour des raisons d'alliance politique, il n'a pas voulu que ce soit une compagnie turque qui fasse les réparations. On en vient donc en 2022. Donc 2 millions d'euros alloués par le ministère des Eaux. On ne sait pas où ces 2 millions sont passés. Les barrages n'ont pas été réparés et un hydrologue en novembre 2022, donc près d'un an avant la catastrophe, écrit un rapport qui, a posteriori, est vraiment très mauvaise nouvelle pour les autorités libyennes parce que, voilà, ils étaient au courant que les barrages étaient en mauvais état et il avait averti que si rien n'était fait, la prochaine fois qu'il allait avoir une tempête, les effets très désastreux. Et en effet. Et bon, c'est assez tragique, mais lui, par exemple, est décédé, il me semble, pendant cette tempête qu'il avait lui-même averti. Lui-même avait averti des effets de ce barrage. Donc ça, c'est la première série de décisions un peu sur le long terme depuis les années 80, qui implique beaucoup d'acteurs différents à différents stades. Et dans les quelques jours avant la catastrophe, une autre série de décisions a complètement aggravé le nombre de décès, car un couvre-feu a été imposé par l'armée nationale libyenne.
Alors, on ne sait pas trop pourquoi. Au début, le maire de Derna avait demandé à ce que les habitants soient évacués, mais pas forcément dans les quartiers qui ont été les plus touchés. Derna est une ville côtière, donc il y a la mer, et ils avaient peur que ce soit la mer qui monte et que les inondations viennent de la mer. Donc c'est ces quartiers-là qui ont été évacués, et pas les quartiers qui étaient à côté du Wadi, de la rivière. Donc ça, c'était le 8 septembre, tempête le 11 septembre. Le 10 septembre, au soir, l'armée nationale libyenne, la direction de la sécurité de Derna, impose un couvre-feu jusqu'au lendemain matin. Le ministère des Eaux publie sur Facebook. Bon, c'est normal, en Libye, tout se passe sur Facebook. Tous les annonces sont sur Facebook. Annonce sur Facebook qu'ils ont gardé les barrages. Il y a rien à signaler, c'est bon. Ça, c'est à 1h du matin. À 3h du matin, à nouveau message sur Facebook du ministère des Eaux qui dit qu'en fait, les barrages sont pleins, donc les personnes doivent évacuer là, maintenant, tout de suite. 3h du matin, les gens dorment ou alors, ils dorment pas forcément parce que la tempête est terrible, mais ils sont pas aptes à évacuer. Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'est déjà trop tard parce qu'en fait, le premier barrage casse à 2h40 et le deuxième ne peut pas supporter toute l'eau du premier barrage et casse à 2h50, 10 minutes après. Et ça va être 30 millions de mètres cubes d'eau qui déferlent sur Derna et qui vraiment détruit tout sur leur passage. Juste après la catastrophe, il y a eu un peu un moment d'optimisme. Donc moi, je suis basée en Tunisie, j'ai beaucoup de collègues qui travaillent sur la Libye et qui n'avaient pas pu aller en Libye depuis 2 ans, qui attendaient leur visa. Et à cause de la catastrophe, ils ont enfin autorisé des visas humanitaires. Donc moi, j'ai beaucoup de collègues qui sont pu finalement aller en Libye. Il y a de l'aide qui est venue de la Turquie et de l'Italie, qui sont pourtant des alliés du gouvernement de l'Ouest. Donc c'était la première fois depuis des années que des officiels du gouvernement turc, des fonctionnaires du gouvernement turc, etc., pouvaient être dans la région. Donc il y a eu un peu cet espoir, qui a été vite brisé. Et d'ailleurs, je pense que c'était peut-être un peu naïf de la part des internationaux d'avoir de l'espoir. Les Libyens sur place, eux, avaient pas forcément d'espoir. Dès le lendemain, ils sont partis manifester sur la place principale de Derna. Et les autorités libyennes ont réagi, comme d'habitude, en utilisant des tactiques plutôt autoritaires pour que tout le monde soit silencieux plutôt que pour adresser vraiment les problèmes. Donc les personnes qui ont manifesté ont été arrêtées, elles ont été relâchées très rapidement, mais les journalistes qui avaient enfin eu accès à Derna première fois depuis des années ont été expulsés de Derna. L'internet a été coupé, les télécommunications ont été coupées pour que rien ne puisse sortir de la ville de Derna, aucune information. Au même moment, les autorités de l'Est, notamment l'armée nationale libyenne, essayaient de se présenter comme celle qui allait aider. Donc, le fils de Khalifa Haftar, le chef de l'armée nationale libyenne, Saddam Haftar, a été nommé à la tête de la commission de réponse au désastre. Mais en fait, d'après ce que les humanitaires ont pu dire a posteriori, c'est que sa présence et la présence de l'armée nationale libyenne a simplement créé un goulot d'étranglement parce qu'il vérifiait que il n'y avait pas de journalistes, que les personnes n'allaient pas à leur rencontre, etc. Et donc ils ont plutôt empêché l'aide d'arriver que distribuer l'aide, alors que c'est ce qu'ils essayaient ils se présentaient comme ceux qui allaient amener cette aide. Je vous ai dit que j'allais vous parler du juridique. Il y a aussi eu un optimisme parce que très rapidement, le procureur général qui est basé à Tripoli, le procureur général a annoncé qu'il avait ouvert une enquête. Très rapidement, il a délivré 16 mandats d'arrêt contre surtout des fonctionnaires. Le plus haut placé, c'était le maire de Derna. Mais très rapidement, il y avait les choses qui est très typique en Libye. On va avoir des grandes annonces et puis après plus rien, dans le sens où il n'y a aucune transparence. Et donc pendant des mois, on n'avait pas, par exemple, le nom des 16 personnes qui avaient été accusées. Alors à un moment, on a eu leur position, mais c'était au compte-gouttes. On connaissait la position de 8 personnes, puis 2, puis 2. Les procès arrêtaient ça d'être repoussés, alors que pourtant les personnes étaient en détention provisoire. Mais aucune raison n'était donnée pour ce délai. Il a été repoussé 4 fois, donc c'était censé être en février 2024. Le procès a finalement eu lieu en mai 2024, donc c'est assez rapide.
pour dire que la catastrophe a eu lieu en septembre 2023. Et en juillet 2024, donc, il y a eu une condamnation pour les 16. Deux avaient quitté la Libye, étaient en fuite. Ils ont tous été condamnés. Ce qui est aussi problématique, c'est qu'en fait, les enquêtes se sont focalisées que sur un aspect, c'est-à-dire le barrage. Et le barrage est que récemment, peut-être l'année dernière, les quelques mois avant. Donc, par exemple, une enquête par The Century, dont on ne parle pas dans l'article parce la recherche a été parue en décembre 2024. Il y aurait possibilité d'impliquer la famille de Abdulhamid Dbeibah, qui est le premier ministre dans l'Ouest. Sa famille avait des liens avec le gouvernement de Kadhafi. Et il est possible que eux aussi aient participé au délai et à la non-réparation des barrages, mais l'enquête n'est pas allée jusque-là. Elle n'est pas montée plus haut que le maire de Derna, en fait. Ça s'est limité aux responsables moindres qui, politiquement, c'était plus facile d'arrêter le maire de Derna que de remonter très haut. Donc cet aspect pour le barrage, et en plus, personne n'a été impliqué pour le couvre-feu, par exemple. Parce que le couvre-feu, c'est une décision par l'armée nationale libyenne, et l'armée nationale libyenne, surtout dans l'est du pays, est vraiment intouchable. Donc nous, par exemple, à la Commission internationale des juristes, mais aussi avec nos partenaires et les autres ONG qui travaillent sur la Libye, très vite, on s'est rendu compte que justice n'allait pas être rendue en Libye. Et donc, on a demandé, par exemple, à l'ONU d'envoyer une mission d'enquête. Mais bon, malheureusement, il n'y avait pas de political will, il n'y avait pas d'envie politique pour faire ça. Et donc, voilà, 1 an et demi après, il y a encore beaucoup de questions qui restent, en tout cas pour les Libyens, sans réponse par rapport à la responsabilité des personnes plus haut placées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Juliette. Très intéressant. On comprend bien les dysfonctionnements et les faiblesses institutionnelles qui ont été vraiment majeures dans cette catastrophe. On va se tourner vers un autre pays voisin, l'Égypte, justement, avec votre analyse, Jérémy, de ce producteur de blé incontournable aujourd'hui en Afrique et qui a cette politique justement qui ne marche plus, qui ne matche plus finalement avec les conditions dans lesquelles le pays est aujourd'hui, climatiquement parlant et environnementalement parlant. Ouais. Alors, merci, bonsoir à toutes et à tous. J'avais préparé un petit PowerPoint, si je peux avoir là. Du coup, oui, moi, je suis donc l'auteur dans le numéro de Confluence sur un article qui traite de l'Égypte et plus spécifiquement du blé en Égypte. Alors, je pars d'un constat simple, qui est un peu quantitatif, c'est que l'Égypte aujourd'hui, c'est le premier producteur africain de blé. Pourtant, si vous regardez dans la liste des principaux importateurs mondiaux, toujours en blé, l'Égypte est régulièrement, selon les années première ou deuxième, en tout cas, c'est dans le top 3 des plus grands importateurs mondiaux de blé de manière régulière et depuis plusieurs décennies. Et donc, ce que j'ai essayé de me poser comme question, c'est de voir ce qui se passe pour le blé localement, c'est-à-dire comment il est produit, à quels endroits. Là, je vais pouvoir vous montrer. Du coup, j'ai préparé une petite carte que vous voyez. Donc, tout simplement, les cercles représentent la production de blé donc en Égypte. Donc, vous voyez, la première chose qui frappe comme quand on voit cette carte, c'est même que l'Égypte, c'est un pays désertique. Vous avez 98% de la population qui est massée sur les abords du Nil. Donc, on parle de 106 millions de personnes, à peu près aujourd'hui. En termes de population, c'est le 3e pays d'Afrique, après le Nigeria et l'Éthiopie. Donc, c'est vraiment un géant démographique, avec donc très resserré sur lui-même, avec très peu de place. Donc, vraiment, la petite phrase d'Hérodote qu'il est d'usage de prononcer quand on parle de l'agriculture ou même de l'Égypte, tout simplement, qui est de dire que l'Égypte est un don du Nil. Ben, on la voit très bien là sur cette carte. L'autre chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, parce que ce sera important pour la suite, c'est le sud du pays que vous voyez ici.
On a l'impression que le Nil est un peu plus épais. En fait, ce sont des dépressions qui partent donc du Nil au niveau du haut barrage d'Assouan, avec donc Shark El Oeinat et le Project New Valley, qui sont en fait des projets de bonification de terre où en fait on fait de l'irrigation, donc avec l'eau du Nil au milieu du désert pour produire tout un tas de denrées agricoles et en grande partie du blé. Du coup, pourquoi parler du blé en Égypte? Euh, Bon, vous le savez, le pain dans la diète méditerranéenne et le blé en général, les céréales, ce sont des denrées extrêmement importantes. Euh, pour le cas de l'Égypte, le pain, politiquement, c'est vraiment un sujet central. Encore aujourd'hui, le blé doit représenter 30% des apports caloriques journaliers des Égyptiens. Donc, on est vraiment sur un produit qui est absolument stratégique. Euh, et donc, il y a une volonté de l'État égyptien. Je vais parler vraiment depuis la Seconde Guerre mondiale, on va pas remonter trop loin, euh, d'assurer l'approvisionnement en blé du pays dans un cadre donc où l'agriculture, comme vous le comprenez, est très limitée en termes de ressources, que ce soit en ressources foncières et également en ressources en eau. On va en reparler aussi, puisque le Nil, c'est pas mal pour faire de l'agriculture dans le désert, mais quand on commence à avoir les facteurs du changement climatique qui se rajoutent à cela, euh, ou encore les facteurs géopolitiques. On va en reparler avec le barrage qui est en construction, qui est presque terminé en Éthiopie et qui est capable de retenir toute une crue du Nil, c'est-à-dire qui pourrait théoriquement assécher une bonne partie de l'agriculture égyptienne. Euh, et on comprend que voilà, la problématique de l'approvisionnement en blé est vraiment centrale pour des populations où cette céréale fait vraiment partie de la sécurité alimentaire. Euh, donc ouais, si je me fous vraiment, ça ne fonctionnera jamais. Je vais juste reposer. Du coup. Euh, donc, maintenant que j'ai dit ça, ce qu'il faut voir donc depuis donc le milieu du XXe siècle, c'est que l'Égypte est structurellement déficitaire pour le blé. Donc, le pays est vraiment dépendant des marchés mondiaux pour assurer cette partie-là de sa sécurité alimentaire. Avec donc vous le voyez hein, sur ce graphique, vous voyez le taux d'autosuffisance qui est représenté avec les barres bleues, donc avec l'ordonnée de droite. Donc on voit bien voilà, dans les années 70 à quel point l'autosuffisance avait vraiment baissé à des moments où l'agriculture égyptienne était vraiment dans une très mauvaise posture. Il y a eu une sorte de renouveau de l'agriculture égyptienne. Là, vous le voyez à partir de la fin des années 80 et les années 1990, sous l'impulsion de politiques agricoles qui ont été assez ambitieuses, je dirais, qui ont visé en partie à la libéralisation de l'agriculture qui était extrêmement encadrée par l'État jusqu'alors, qui était donc très peu productive. Et donc, on a eu vraiment une amélioration de l'autosuffisance qui a eu des plus hauts historiques juste avant le début des années 2000. Et aujourd'hui, on est à peu près chaque année avec l'Égypte qui doit importer un peu plus de 50% de ses besoins en blé. Donc, ça reste absolument considérable. Euh, L'Égypte, chaque année, produit 8-9 millions de tonnes de blé. C'est un chiffre qui est assez stable dans le temps puisque la production de blé en Égypte, elle est irriguée en très grande partie. Donc ça permet de sortir un peu des aléas climatiques qui peuvent avoir de gros impacts sur les productions de blé d'autres pays de la région, notamment le Maroc ou l'Algérie. Voilà, si on mettait le même graphique pour ces pays, vous verrez de très grandes disparités entre les années, tout simplement parce que s'il y a une ou deux campagnes avec des sécheresses, les rendements sont complètement détruits. Donc en Égypte, on a la chance d'avoir le Nil pour assurer une irrigation continue des cultures. Euh,
malgré tout, cette augmentation-là qui a eu lieu à la fin des années 80, qui s'est un peu poursuivie et qui s'est calmée dans les années 2000, le problème, c'est aujourd'hui, elle n'est plus en phase avec la pression démographique que subit le pays. Depuis une dizaine d'années, c'est 25% en plus la population égyptienne. Donc la pression démographique, elle est vraiment très forte. Et donc avec elle, la demande de blé continue de monter de manière très importante. Et donc l'amélioration de la production aujourd'hui, elle peut plus maintenir le rythme de la démographie. Donc c'est là où on arrive en fait à un gros problème qui est de dire il faut pas que l'autosuffisance baisse trop, le taux d'autosuffisance baisse trop, puisque c'est un problème sociopolitique majeur. Je vais vous donner quelques exemples de moments où le blé a représenté vraiment la pomme de discorde en Égypte. Je vais remonter un peu loin, je vais commencer avec 1977. Je sais pas si quelqu'un a des événements en tête, mais c'est ce qu'on appelle les émeutes de la faim en Égypte, donc bien avant celle de 2007. Mais en 1977, ce qui se passe, c'est que dans un moment où Anwar el-Sadat cherche à limiter les subventions qui sont accordées au pain, puisque le pain est très lourdement subventionné en Égypte pour permettre à tout le monde d'acheter autant de pain qu'il le souhaite quotidiennement, et que ça pèse énormément, évidemment, sur le budget étatique. Donc, au moment où on commence à parler soit d'alléger les subventions, de changer le prix du pain, etc., la population se révolte immédiatement. Et c'est des émeutes qui sont très, très violentes parce qu'on a 80 morts, 800 blessés, des centaines d'arrestations politiques en 1977. Et finalement, le système de subvention à la consommation est resté inchangé. À ce moment-là, on comprend que c'est beaucoup trop chaud politiquement, beaucoup trop chaud socialement, donc on ne touche pas. Et donc les comptes de l'État continuent de supporter le fardeau du système. Et on en arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Ça vous aura pas échappé, il y a une tentative d'invasion de la Russie en Ukraine. On parle là de deux pays qui sont parmi les plus importants exportateurs de blé au monde. Donc ce qui s'est passé directement après ça, et en plus après le Covid, c'est qu'on est rentré dans vraiment une spirale inflationniste sur les marchés mondiaux. Et puisque l'Égypte doit continuer d'importer son blé, tout le système d'importation qui est basé sur une agence étatique, je vais en reparler, je vais y revenir dessus, et tout le système de subvention qui arrive derrière a été extrêmement impacté par les montées de prix. Ça a été déjà le cas en 2011, au moment des printemps arabes. Donc je ne vais surtout pas dire que les montées des prix sur les matières premières en 2011 ont causé les printemps arabes, et il faut être beaucoup plus mesuré là-dessus, mais ça a joué un rôle. Et puis avant cela, en 2007, la même chose, les montées de prix sur les marchés mondiaux qui ont causé des émeutes partout en Afrique, et notamment à cause des prix du blé. Et du coup, ce que j'essaie de voir dans l'article, alors ça ne doit pas vous faire peur, hein, je suis désolé. Mais je vais revenir très rapidement sur ce schéma qui en fait présente la filière du blé en Égypte. Alors pourquoi c'est intéressant de voir l'organisation de la filière du blé en Égypte? Après tout ce que je viens de dire, en fait, c'est le parti pris de l'article de dire que quand on analyse la filière du blé dans un pays où cette denrée est vraiment stratégique, comme c'est le cas en Égypte, on peut voir la manière dont l'État cherche à s'assurer le contrôle des approvisionnements, le contrôle de la distribution, etc. Et en fait, ce qu'il faut juste retenir sur cette filière égyptienne, qui ressemble à certaines autres filières de la région Méditerranée, c'est que l'État égyptien est omniprésent à peu près partout dans la filière. Donc on est sur une filière qui est quand même plus libéralisée que par exemple ce qu'on peut avoir en Algérie, où l'État a encore un contrôle plus important sur la filière. Et ici, on est sur une filière qui est duale, en fait. Donc, on a plusieurs filières qui coexistent. Donc, c'est ce que vous voyez en bas avec les farines, avec différents types d'extraction. C'est une manière, en fait, très artificielle de séparer les différentes filières qui coexistent en Égypte.
très schématiquement, vous avez une filière privée, donc qui a le droit d'importer du blé. Donc c'est des meuniers en fait qui importent du blé sur les marchés mondiaux et qui donc produisent du pain qui n'est pas subventionné. C'est du pain qui est différent, qui a une autre taux d'extraction. Et vous avez la filière publique qui donc s'approvisionne via 2 canaux. Donc une partie provient de la production locale, qui est donc achetée avec un prix plancher aux agriculteurs égyptiens. Selon les années, du coup, l'État va augmenter ou diminuer le prix plancher en fonction des prix sur les marchés mondiaux, schématiquement, pour pousser les agriculteurs à produire plus, etc. C'est pour ça que sur le graphique juste avant, on pouvait voir que en 2007, 2011, 2012, il y avait des montées de la production égyptienne de blé, tout simplement parce que à des moments où ça devient très compliqué de s'approvisionner sur les marchés mondiaux, on monte les prix planchers pour inciter les agriculteurs à produire plus, tout simplement. Donc une partie qui est donc achetée directement aux agriculteurs, qui vendent la moitié de leur production à l'État et l'autre moitié, très schématiquement, c'est pour leur propre consommation, donc c'est de l'autoconsommation. Et l'autre partie qui donc est l'État qui importe directement sur les marchés mondiaux. Chaque année, l'Égypte importe 12-13 millions de tonnes de blé. Ça dépend les années, mais la moitié est importée par des privés et l'autre moitié par l'État. Alors peut-être on y reviendra sur les questions, mais il y a eu un grand changement là en décembre qui fait que toute une partie de mon article est achetée à la poubelle. Donc ça fait plaisir. Et notamment ce schéma, donc, vous voyez, j'ai mis en gros en rouge pour qu'on voit bien à quel point mon schéma a été défoncé par cette décision. Et en fait, qui représente vraiment la manière dont l'État égyptien fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire d'une manière très opaque et avec l'armée qui s'infiltre un peu partout dans les secteurs les plus stratégiques de l'économie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le GASC, qui était une agence publique en charge des achats de blé sur les marchés mondiaux depuis plusieurs décennies, a été un peu vraiment du jour au lendemain, remplacé par une agence qui est gérée directement par l'armée de l'air égyptienne, donc qui n'a aucune expérience sur les marchés mondiaux, aucune expérience en termes d'approvisionnement, de logistique céréalière, etc. Et qui donc aujourd'hui est l'unique euh, importateur public de blé pour l'Égypte, ce qui pose énormément de problèmes. On y reviendra peut-être après. Et du coup, je voulais revenir un peu plus sur l'actualité un peu plus brûlante, sur ce qui se passe avec la guerre en Ukraine. Alors, cette carte, bon, elle prend l'Afrique dans son global, dans sa globalité, pardon. Mais en fait, l'idée, c'était de montrer à quel point les pays africains sont dépendants, étaient dépendants avant le début de la guerre, des blés russes et ukrainiens, pour un peu montrer l'impact direct que ça peut avoir sur ces pays où la sécurité alimentaire a vraiment été directement menacée. Et donc vous voyez donc en Afrique du Nord, il y a des situations qui sont très contrastées. Donc l'Algérie avant les débuts de la guerre, vous voyez, hein, n'importait pas de blé issu de la mer Noire. Hein. C'était beaucoup du blé d'Union européenne et principalement de France. La situation a beaucoup changé aujourd'hui. Et l'Égypte, où on a eu jusqu'à 86% des importations de blé sur une année qui provenaient à la fois de la Russie et de l'Ukraine. Donc vraiment très dépendant de la mer Noire. Pas forcément pour des raisons politiques, c'est aussi pour des raisons de marché, tout simplement. Là, on ne voit pas sur cette carte, parce que j'ai mal fait mon travail, mais l'Égypte est juste en face de la mer Noire, vous le savez. Donc, en termes de logistique, c'est très simple d'importer du blé qui provient de cette région. Donc, les prix également s'en ressentent, évidemment. De plus, les prix, les blés de la mer Noire sont historiquement, depuis le début des années 2000, mais plus bon marché que les prix venus des États-Unis ou de France, les États-Unis étant l'ancien fournisseur de blé en Égypte. Et où, voilà, on a un pays qui est très dépendant de la mer Noire. Et dans le cadre de la guerre en Ukraine, ça a posé énormément de problèmes. Vous voyez sur le graphique à droite qui présente le prix annuel de l'importation de blé pour tous les pays
d'Afrique du Nord. Et donc, vous voyez l'Égypte en vert, ça a vraiment explosé depuis 2007. Et puis, depuis, les prix des denrées agricoles ne sont pas revenus sous les niveaux qu'on connaissait avant. Euh, et donc, de gros problèmes logistiques à ce moment-là. C'est dans ce contexte-là qu'intervient le changement d'agence pour importer le blé en Égypte. Il y a eu beaucoup d'annonces faites par le maréchal Sissi à ce moment-là, visant à rassurer un petit peu en disant que le blé allait de toute façon arriver, etc. Finalement, il n'y a pas eu de grande catastrophe, mais ça a été aussi l'occasion de remettre en avant la grande stratégie du blé, de la production de blé en Égypte, donc j'ai pas trop parlé, mais j'en parle dans l'article, qui est de dire il faut qu'on prenne, qu'on produise plus malgré ce problème de déficit de ressources foncières et potentiellement hydriques. Et donc l'idée de produire plus, c'est faire de la bonification de terre. Donc ça, c'est vraiment cette logique de front pionnier dans le sud de l'Égypte qui domine aujourd'hui dans les discours sur l'autosuffisance en blé, même si on sait que l'autosuffisance sera jamais atteinte à 100%. L'objectif, c'est d'assurer au moins la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire de pouvoir avoir quand même une bonne partie qui est produite à la maison et ne pas trop dépendre des marchés internationaux parce que les vicissitudes des marchés font que ça met une pression sociopolitique sur le pays qui est vraiment énorme. Donc aujourd'hui, cette stratégie de bonification de terre qui coûte très cher et qui est en partie gérée par l'armée, euh, elle n'a pas vraiment encore porté ses fruits en termes de production de blé. En tout cas, en termes de production industrielle, on voit pas vraiment, en tout cas à très court terme, si ça pourrait vraiment soulager une partie du fardeau égyptien. Donc, on se concentre sur d'autres canaux, c'est-à-dire que l'Égypte, qui est un pays qui aujourd'hui est extrêmement endetté à hauteur de 90% de son PIB, et qui n'exporte pas, comme l'Algérie ou d'autres pays de la région, d'énergie, de pétrole ou quoi, dépend du coup des bailleurs de fonds pour se nourrir en grande partie aujourd'hui. Donc c'est le FMI, c'est la Banque mondiale qui fait des prêts à l'Égypte pour assurer ce système de subvention qui est extrêmement coûteux. Uniquement le pain, si je dis pas de bêtises, mais vous pourrez revérifier dans l'article où j'ai vérifié les chiffres quand même, représente 2,5% du budget de l'État, de la subvention uniquement sur le pain. Donc c'est absolument majeur. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où il faut absolument essayer de réduire, en tout cas c'est ce que disent les discours, essayer de réduire la facture de ce côté-là. Donc 2014, on a eu une réforme très importante du système de subvention. Euh, En gros, avant 2014, si vous alliez dans une boulangerie étatique en Égypte, n'importe qui pouvait acheter autant de miches de pain qu'il le souhaite, subventionnées donc, et vous pouviez sortir de la boulangerie, les foutre à la poubelle, aucun problème. C'est difficile moralement, mais vous pouviez le faire. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, heureusement. Il y a eu un système de carte à puce qui a été mis en place en 2014, qui d'ailleurs essaie d'être un peu copié dans d'autres pays de l'Afrique du Nord, notamment l'Algérie, mais c'est un peu compliqué, c'est un autre sujet. Mais du coup, le système de carte à puce fait qu'on a uniquement 70% de la population, c'est-à-dire la population la plus nécessiteuse, qui est en capacité de s'acheter 5 miches de pain subventionnées par jour. Donc voilà, c'est des moyens de réduire. Ensuite, on a fini par toucher finalement à ce qui semblait intouchable depuis 1989, c'est-à-dire le prix du pain subventionné, qui n'avait pas bougé depuis 1989. Il a été augmenté de 300%. Là, en mai 2024. Donc vraiment, c'est pour vous montrer à quel point on est dans un contexte de pression très fort. On est passé d'une miche de pain qui coûtait 5 piastres. Donc dans une livre égyptienne, il y a 100 piastres. Donc ça coûtait 5 piastres, quelques centimes. Pour vous donner une idée, ouais, j'ai pas d'idée en fait. mais c'est très peu cher. Mais je donne des ordres de grandeur dans l'article. Je vous invite du coup à le lire. Et du coup, on est passé de 5 piastres à 20 piastres aujourd'hui. Et donc, ça a été un moment très, très stressant cet été en Égypte pour cela.
Bon, a priori, ça s'est passé sans trop de heurts sociopolitiques, si je dis pas de bêtises. Il y a eu quand même des protestations, etc. Mais la réforme est passée. Mais voilà, on est aujourd'hui dans un cadre qui est très complexe et malgré tous ces changements, le prix du système de subvention à la consommation continue de peser extrêmement lourd dans les comptes de l'État. Donc, il y a des pressions externes, d'ailleurs la Banque mondiale, le FMI, etc., qui visent à essayer de rationaliser, on va dire, même si j'aime pas trop ce terme, le système de subvention égyptien. Mais voilà, très très compliqué de toucher. Et j'ai pas vraiment de conclusion. Mais peut-être On en trouvera une. on en trouvera une pendant les questions. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Jérémy. Comme on vient de voir, l'agriculture, finalement, à travers le blé comme un outil de paix sociale, même si le cadre est en train d'un peu évoluer, ce cadre est en train d'un peu évoluer. Sur la bande de Gaza, justement, sur l'agriculture, Damien, vous avez analysé l'agriculture sous serre comme une possible outil, stratégie d'émancipation, bien que le contexte est un peu changé depuis l'écriture de l'article. À vous la parole. Merci, merci aux précédents intervenants pour leur présentation. Donc je suis effectivement un co-auteur d'un des articles du dernier numéro de Confluence Méditerranée. Mon co-auteur étant Oussama Al-Najjar, qui est un universitaire palestinien de l'Université islamique de Gaza. Je vais commencer par expliquer comment est-ce que on en est venu à écrire cet article, parce que là, pour le coup, je vous apprends rien sur ce qui se passe dans la bande de Gaza au moins depuis octobre 2023. C'est ce sujet de l'agriculture sous serre dans la bande de Gaza, c'était un sujet de curiosité que j'avais en tête depuis le moment où j'avais fait ma thèse. Ma thèse était consacrée à la sécurité alimentaire aux Émirats arabes unis. Et la production agricole sur le territoire des Émirats arabes unis se manifeste entre autres par une agriculture sous serre, notamment pour une partie en hydroponie, donc une agriculture hors sol où les plantes se développent dans un substrat inerte et où l'eau est apportée au pied des plantes avec les nutriments en solution. Et au cours de mes recherches sur l'agriculture sous serre de manière générale, l'hydroponie plus particulièrement, j'avais vu à plusieurs reprises dans mes sources où mes interlocuteurs sur place aux Émirats m'avaient attiré mon attention sur cette agriculture sous serre qui s'était développée de manière très importante dans la bande de Gaza. Ce qui en soi était un sujet de curiosité, pourquoi justement à cet endroit-là, et puis c'est quelque chose qui pouvait me sembler au premier abord un peu contradictoire avec les conditions d'existence dans la bande de Gaza, puisque qui dit agriculture sous serre dit entre autres agriculture intensive en capitale, avec des infrastructures qui, pour leur mise en place, leur entretien, dépendent d'une aide extérieure, en particulier d'aide monétaire, financière extérieure. Donc quelque chose qui me paraissait très précaire. Je me disais que ça pouvait s'arrêter assez facilement, notamment avec tout le conflit à différentes échelles qui était entraîné par la prise du pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza depuis 2007. Et voilà, il y avait cette curiosité, pourquoi un tel développement de l'agriculture sous serre dans ce territoire, et puis en plus une serre, que ce soit volontairement ou de manière accidentelle, c'est une infrastructure qui peut facilement être détruite au cours d'une opération militaire, que ce soit des combats entre l'armée israélienne et le Hamas ou d'autres groupes armés, ou bien y compris entre groupes palestiniens, puisque la bande de Gaza avait aussi été le théâtre en 2006 et début de l'année 2007 d'affrontements très violents avec le Fatah. Donc avec des représentants de l'autorité palestinienne. Et là-dessus est arrivé le 7 octobre 2023 et ensuite une nouvelle étape absolument inouïe dans
dans la guerre menée par l'armée israélienne sur ce territoire, jusqu'au cessez-le-feu assez précaire qui est en vigueur depuis quelques semaines. Et quand cette nouvelle étape absolument inouïe, à la fois le 7 octobre et puis ce qui s'en est suivi s'est produit, j'ai pris conscience que ce sujet de curiosité que j'avais en tête, c'est quelque chose qui allait probablement être réduit à néant, ou en tout cas largement détruit dans les semaines et les mois qui allaient suivre. Et donc d'un sujet que j'avais en tête, c'est devenu une urgence. J'ai pris conscience que s'il fallait écrire quelque chose sur le sujet, c'était maintenant ou jamais. Et donc c'est dans ce contexte-là, d'une part, qu'il y a eu l'appel à contribution de Confluence Méditerranée, et d'autre part, j'ai été mis en contact avec donc mon co-auteur Oussama Nadjar, qui est un ingénieur et enseignant-chercheur à l'université islamique de Gaza, qui s'est retrouvé en contact avec moi parce que il a été lauréat du programme PAUSE. Donc le programme PAUSE est un programme qui est mis en place par l'État français pour accueillir des scientifiques qui, pour différentes raisons, sont menacés sur l'endroit dans l'endroit où ils vivent, pour pouvoir accueillir ces scientifiques en France. D'abord leur donner un asile en France, les accueillir en France, et aussi les accueillir professionnellement avec une insertion en tant que chercheur, enseignant-chercheur dans un laboratoire d'accueil. Et à la suite des attaques perpétrées par le Hamas et par d'autres groupes sur le sol israélien le 7 octobre 2023, les visas qui étaient attribués à des personnes gazaouis ont été annulés ou suspendus, et les dossiers qui étaient en cours n'ont plus été instruits. Ce qui fait que Oussama Nadjar n'est toujours pas en France à l'heure actuelle. Il est toujours dans la bande de Gaza. Et donc lui habite Beth Lahia, donc tout au nord de la bande de Gaza. C'était une des premières zones où la guerre, la nouvelle phase de guerre qui a commencé en octobre-novembre 2023 s'est intensifiée. Donc il a dû partir très vite de Beth Lahia. Ensuite, les différentes universités de la bande de Gaza ont été détruites. Donc plus de maisons, plus de lieux de travail. En tant qu'ingénieur agronome et avec des compétences dans la gestion de l'eau, il s'est réfugié avec sa famille à Deir el-Balah, donc plus vers le sud. Deir el-Balah, c'est la dernière ville de la bande de Gaza en allant vers le sud, avant Rafah et la frontière égyptienne. Et donc il s'est employé tout simplement sur une ferme pour mettre à profit ses compétences pour arriver à maintenir une activité dans cette ferme malgré le conflit qui se déchaînait. Donc ça a été une collaboration très particulière parce que on ne s'est jamais rencontrés. Ça a été une communication où on a fait tout usage possible de WhatsApp, avec des rendez-vous qu'on se donnait pour s'échanger, parce qu'il devait se déplacer jusqu'à la plage pour avoir un accès au réseau internet. C'était pas possible depuis l'endroit où il était habituellement de pouvoir avoir un accès internet. Et donc voilà, dans des conditions très particulières, et à chaque fois que j'entendais parler d'Deir el-Balah aux informations, forcément c'était l'angoisse à chaque fois avant d'avoir de nouveau des nouvelles de sa part, et de savoir que lui allait bien, si on peut appeler ça allait bien, mais en tout cas était toujours en vie et était toujours capable de communiquer avec moi. Donc c'est lui qui a été la principale source d'information de l'article, puisque il mène des recherches sur l'agriculture gazaoui depuis bien longtemps, et puis
il est investi dans des programmes de développement agricole en collaboration avec des ONG, des organisations non gouvernementales palestiniennes, puisque du fait que le Hamas soit au pouvoir dans la bande de Gaza, tous les financements internationaux, ou presque dans le domaine agricole, ne sont pas versés au gouvernement, mais sont versés à des associations, puisque les donateurs internationaux, soit qui ne veulent pas, soit ne peuvent pas, mais c'était pas possible de verser de l'argent pour eux à un gouvernement sur lequel le Hamas avait la main mise. Alors on a essayé de répondre à toutes les questions que ça soulevait, sachant que pour rejoindre la thématique générale de la revue, on est dans la bande de Gaza sur un territoire avec une crise politique et géopolitique, ça tout le monde le sait, et une crise environnementale également importante qui se traduit par la contamination des sols et des eaux par différents polluants. Ce qui est dû à la fois à la pression démographique. On est sur un territoire avec à peu près 6 000 habitants par kilomètre carré, donc une densité de population parmi les plus élevées au monde, et des défauts d'infrastructures ou d'entretien des infrastructures, notamment au niveau des usines de traitement des eaux, qui expliquent ces pollutions. Le premier point qui a fallu essayer de résoudre pour écrire cet article, ça a été ces agriculteurs qui sait pourquoi ils développent une agriculture sous serre et qui ils sont. Alors en fait, on a 3 catégories de personnes qui sont impliquées dans cette agriculture sous serre, qui se développent dans les vides laissées par le tissu urbain, puisque avec une telle densité de population, la bande de Gaza est un milieu extrêmement urbanisé. On a une catégorie de population qui est d'anciens salariés d'entreprises agricoles sur le territoire israélien, qui ont été amenés à mettre en œuvre pour certains des techniques de pointe dans ces exploitations agricoles israéliennes, et qui ont perdu leur emploi à la suite de la prise du pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza en 2007, donc qui ont cessé de travailler sur le territoire israélien, qui se sont retrouvés sans emploi dans la bande de Gaza, et qui ont tout simplement mis à profit les connaissances et les compétences qu'ils avaient mises en œuvre dans ces entreprises et ces exploitations agricoles israéliennes, en devenant eux-mêmes leurs propres chefs d'entreprise et en mettant en œuvre cette agriculture. Une deuxième catégorie de personnes, c'est des agriculteurs je dirais qui pratiquaient une agriculture plus conforme à ce qu'on s'imagine depuis la France sur ce que c'est que l'agriculture, donc avec des champs, hein, tout simplement, pas une agriculture urbaine dans des interstices laissés par le tissu urbain, mais donc des champs qui se déployaient surtout dans l'est de la bande de Gaza. Cet est de la bande de Gaza, il est longé par le mur qui a été érigé par l'État d'Israël et qui est gardé par l'armée israélienne. Et c'est des terres qui sont très difficiles, voire impossibles à cultiver, y compris avant le 7 octobre, puisque on va dire que dès que la végétation commence à trop pousser, l'armée israélienne envoie un hélicoptère ou un avion pulvériser du défoliant pour de détruire les cultures et laisser l'espace assez ras pour observation et éventuelle intervention de l'armée. Et puis toute construction de bâtiments pouvant être estimés comme un danger ou une gêne par l'armée israélienne, il y avait des destructions très régulières. Donc une deuxième catégorie de personnes qui s'est investie dans l'agriculture sous serre dans la bande de Gaza, c'est ces agriculteurs-là qui ont cessé de cultiver ces terres et qui ont refait de l'agriculture autrement en milieu urbain. Et puis une troisième et dernière catégorie, c'est des étudiants
des diplômés des universités de Gaza dans des matières scientifiques, principalement liées à la biologie, par exemple, qui, ne trouvant pas d'emploi à la sortie de l'université, tout simplement décidaient d'avoir leur gagne-pain en mettant en œuvre leurs connaissances acquises à l'université en biologie ou dans d'autres matières scientifiques pour mettre en œuvre des petites exploitations agricoles avec un niveau de technicité important. Et tout ça s'est fait à la fois pour aussi trouver des réponses à la crise environnementale, notamment avec des infrastructures qui permettaient un contrôle, une gestion plus fine de la ressource en eau. Et puis, alors pour moi, c'était assez dépaysant parce que je connaissais des serres chauffées, des serres climatisées, au contraire dans le cadre des Émirats arabes unis qui était jusqu'ici mon principal terrain. Et là, en réalité, le principal objectif de mettre des serres sur ces cultures, c'est de la protection contre ce qu'on appelle les ennemis des cultures, les bioagresseurs, donc des insectes ravageurs ou des maladies causées par des champignons, notamment en lien avec l'augmentation des températures dans la bande de Gaza et plus généralement dans le bassin méditerranéen. C'était évoqué tout à l'heure dans l'intervention à propos de la Libye que la mer Méditerranée avait pris 2 degrés de plus en l'espace de 40 ans. Donc ça se traduit aussi sur le climat de la bande de Gaza et sur le développement de ravageurs des cultures ensuite. La partie suivante de l'article, elle est, je dirais, assez technique. C'est faire un peu un état des lieux des ressources dont disposent ces agriculteurs pour mener une activité agricole et qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui est tenté, qu'est-ce qui fonctionne. La ressource en eau étant évidemment au cœur du problème, avec de l'eau puisée, mais de l'eau souvent de plus en plus polluée, avec une grande variabilité entre les puits qui va conditionner la possibilité de mettre en œuvre ou pas certaines techniques agricoles. Je pense notamment à la possibilité de la culture de la tomate qui supporte très mal la salinité. Donc le fait de pouvoir faire une culture comme la tomate, par exemple, était très dépendant de la qualité de l'eau puisée. Il y a aussi de l'eau acheminée par des réseaux publics. En fait, comme c'est une agriculture urbaine, il n'y a pas vraiment de différence entre avoir de l'eau chez soi, dans son habitation, ou en avoir pour une exploitation agricole en plein milieu de la ville. Donc il y a aussi de l'eau qui venait de ce réseau, sachant que une partie importante de cette eau est achetée à une entreprise israélienne. Donc là aussi, bien sûr, ça a été complètement remis en cause, même arrêté tout simplement depuis octobre 2023. La question de la fertilisation est très délicate parce que les engrais azotés à la base, c'est de l'ammoniac. Alors l'ammoniac, ça sert à faire des engrais, ça sert aussi à faire des explosifs. Donc aux yeux de l'armée israélienne, c'est considéré comme des produits à double usage, comme on dit dans le vocabulaire militaire. Et donc c'était par période. Il y a des périodes où il y avait accès relativement facile à des engrais chimiques qui venaient du territoire israélien, ou en tout cas qui passaient par la frontière entre la bande de Gaza et le territoire israélien, et puis d'autres périodes où c'était complètement fermé. Donc c'est là aussi qu'on voit l'ingéniosité de ces agriculteurs pour trouver d'autres fertilisants, notamment à partir on va dire, d'une sorte de forme de compostage des déchets urbains, des déchets ménagers en particulier, pour trouver d'autres sources de fertilisation. Et puis il y a le foncier évidemment qui
qui est une question très délicate puisqu'on est en milieu urbain, donc très très limité dans la possibilité de s'étendre, avec des superficies très différentes de ces serres. Ça va de la petite serre de quelques mètres carrés montée sur un toit terrasse jusqu'à des serres de plusieurs centaines de mètres carrés au sol. Donc énormément de diversité selon les opportunités qui pouvaient être saisies. Et puis des associations, des actions d'associations de soutien aux agriculteurs et de mise en réseau des agriculteurs pour échanger sur leurs pratiques et pour leur faire parvenir l'aide internationale. Parfois pour accueillir aussi des personnes d'universités étrangères. Je pense notamment l'une des sources sur les points très techniques de l'article, ça a été quelqu'un qui a fait son stage de fin d'études d'ingénieur agronome de Wageningen. Donc Wageningen, c'est aux Pays-Bas. C'est l'une des écoles d'agronomie les plus réputées, en tout cas pour l'Europe. Et ces associations, sur la question du foncier, sont intervenues auprès du gouvernement de la bande de Gaza pour pouvoir mettre en culture des terres qui dépendaient du ministère des Affaires religieuses, donc ce qu'on appelle des awqaf. Donc les awqaf, c'est des terres enfin pas forcément que des terres d'ailleurs, mais là en l'occurrence des terres qui sont dédiées à une œuvre de piété, donc pour par exemple l'entretien d'une mosquée ou le financement d'une fondation religieuse. Et beaucoup de ces terres en awqaf n'étaient plus exploitées, et donc il y a eu des négociations entre des associations de mise en réseau d'agriculteurs et le ministère des Affaires religieuses pour pouvoir mettre en culture ces terres. Une des questions qui s'est posée au final, c'est je pense que c'est encore plus particulièrement clair aujourd'hui qu'on voit pas très bien quel avenir politique peut être offert au peuple palestinien entre l'État d'Israël, l'autorité palestinienne et un gouvernement tenu par le Hamas. Et donc une question qui s'est posée, c'est est-ce que ces associations qui soutiennent l'activité agricole étaient déjà en germe ou pouvaient devenir une voie politique pour l'émancipation des Palestiniens, une manière pour eux de pouvoir échanger sur le destin qu'ils souhaitent et pouvoir porter leur voix autrement que à travers les institutions que sont un gouvernement de la bande de Gaza dirigé par le Hamas ou l'autorité palestinienne. Et donc c'est là que on a découvert d'autres choses, puisqu'une partie de ces associations, dans l'histoire de leur fondation, sont des émanations de partis politiques palestiniens, notamment du Parti communiste. Mais ont plus ou moins rompu, sans que ce soit vraiment clair, avec cet objet politique pour se présenter d'une manière très neutre, apartisane en tout cas, et pouvoir recevoir, être bénéficiaire de l'aide internationale. Et ça n'est pas que de la façade quand je parle d'éloignement par rapport à une approche politique partisane, puisque ça crée vraiment des tensions à l'intérieur de la direction de ces associations, avec des directions d'associations qui ne veulent plus être liées à un parti politique, qui leur terrain est ailleurs auprès des agriculteurs et pas sur un terrain politique partisan. Et donc voilà, le fait que ces associations reçoivent de l'aide internationale les a vraiment beaucoup transformés dans leur posture. Néanmoins, quand on est une association qui repère des puits
qui ont été bombardées par l'armée israélienne ou des serres qui ont été détruites par une incursion de l'armée israélienne, quand on repère toutes ces infrastructures qui ont été détruites pour ensuite cartographier les besoins et pouvoir apporter une aide à la reconstruction de ces infrastructures, à leur remise en état, qu'on le veuille ou non, c'est forcément politique, puisque en soi, c'est un acte de résistance au sort qui est fait aux habitants de la bande de Gaza. La conclusion à laquelle on est parvenu dans notre réflexion avec Oussam, c'est que on a réfléchi autour du concept d'empowerment, qui, pour le faire rapidement, peut prendre deux sens assez différents. Empowerment, donc autonomisation d'individus grâce à un développement économique, ou bien émancipation collective avec un projet politique. Et la conclusion à laquelle on parvient, c'est que, alors à l'époque où l'article a été publié, évidemment, on disait qu'un cessez-le-feu était plus que jamais nécessaire. Heureusement, il a eu lieu aujourd'hui, et je pense qu'on espère toutes et tous qu'il tiendra. Mais on se rend compte que pour parler de développement économique sur le long terme, c'est en fait absolument irréaliste, sans émancipation politique des habitants de la bande de Gaza et du peuple palestinien de manière plus générale. Et cette émancipation politique, par quelle voie elle se fera, tout reste à inventer finalement. Donc on n'a pas plus de réponses que cela. Quand on travaille sur ce genre de sujet, ou tout simplement quand on suit ce qui se passe dans le monde, on a régulièrement une occasion de se demander s'il reste vraiment de l'espoir pour ce territoire quand on voit tout la succession de déchaînements de violence depuis qui remonte aux années 40 finalement. Et à mon avis, il est pas illusoire de se dire que tout le génie, la technicité de ces agriculteurs de la bande de Gaza peut être un fondement pour à nouveau reconstruire des conditions de vie dans cet espace. On a vu que dès le cessez-le-feu il y a quelques semaines, les habitants en particulier dans les régions nord, ont regagné très rapidement ces régions, ont manifesté de manière très forte que c'était ici chez eux, c'était là qu'ils avaient vécu et qu'ils voulaient continuer à vivre. Et donc l'ingéniosité et la technicité de ces agriculteurs sera d'une manière ou d'une autre un fondement pour pouvoir reconstruire à nouveau des conditions de vie dans ce territoire. Merci beaucoup, Damien. J'ai plein de questions, mais je vais d'abord vous laisser la parole à vous qui êtes là présents aujourd'hui. On a eu ces 3 présentations très intéressantes, merci encore. Et est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle pour l'instant? Tu veux savoir globalement sur ces pays s'ils sont ce qu'on appelle déficitaires en eau au niveau global. Ce que j'ai compris, on calcule le déficit en eau par les importations, par l'eau nécessaire à ce qu'on importe. Enfin, c'est pas calculé sur l'eau, c'est. Donc, je sais que la Tunisie, une collègue m'a dit que c'est un pays déficitaire, ou la Corée du Sud est déficitaire, et qu'en est-il l'Égypte, globalement, quoi, sur tout le pays, et sur tous les aspects d'eau, quoi. Merci, merci Priscilla, merci à tous les 3 pour vos interventions qui sont très très intéressantes et très très riches et très denses, et merci à Damien de s'être adapté aussi à l'évolution de l'écriture et de la situation. Moi, j'aurais une question pour vous deux. J'espère qu'il y en aura d'autres pour Juliette à distance. La première pour Jérémy. On voit bien sur le graphique que tu as présenté l'évolution des rendements qui reste quand même assez haut, assez élevé en Égypte, avec un taux d'autosuffisance qui reste quand même
ça varie en fonction des années, mais ça reste quand même assez élevé étant donné la croissance démographique. Ma question, c'est plutôt quel est aujourd'hui l'état des sols, l'état de la productivité, est-ce que les rendements vont pouvoir continuer à augmenter? On a une croissance de la population égyptienne, on a de plus en plus de besoins en blé. Donc la sous-question derrière, c'est est-ce que la dépendance à la Russie, du moins aux exportations russes, c'est pas un problème? Est-ce qu'il y a d'autres origines qui sont envisagées pour le blé qui est consommé en Égypte? Ma question pour Damien, c'est sur le modèle de ces serres et de cette agriculture sous serre. Est-ce que c'est viable? D'où vient le matériel qui est utilisé? Parce que tu parlais des limites pour faire rentrer des engrais, mais j'imagine que pour rentrer du plastique pour faire pour les serres ou tout ce qui va servir autour, ça peut être aussi limitant, l'énergie aussi. Et donc toi qui es un expert des agroéquipements, quelles sont les solutions qui sont aujourd'hui imaginées pour dans ces territoires arides? Alors, je mets aussi de côté la question du conflictuel, déjà la question de la gestion des ressources dans un contexte d'aridité est déjà assez important. Est-ce qu'il y a des techniques innovantes qui existent et d'avenir passé? Et j'avais juste une petite question complémentaire. En regardant l'Égypte, je me demandais s'il y avait une vision prospective par rapport à la ressource en eau, du fait qu'on y dépend tellement. Est-ce qu'on sait à quel point, on a parlé du barrage, donc on comprend qu'il y a un risque là, vous l'avez mentionné, mais on soit pas ce réchauffement climatique. Est-ce que déjà on se pose cette question et on l'approche comment? Donc déjà commencer par ces questions, Niels. On me regarde, donc je vais me lancer. Je vais commencer peut-être sur la question en eau, puisque les deux questions, du coup, se rejoignent. Si on regarde un peu les prédictions qui sont faites d'ici à 2050, 2100 sur le stress hydrique dans la région méditerranéenne, donc on est sur des prédictions qui sont purement mathématiques, j'ai envie de dire, qui prennent pas en compte toutes ces questions géopolitiques vis-à-vis du barrage, etc., euh, qui sont encore différentes et plus difficiles à appréhender peut-être. Mais si on regarde ces prédictions-là, l'Égypte est vraiment pas du tout dans la région le pays le moins bien loti. C'est-à-dire qu'il y a des pays où le stress hydrique va être d'autant plus important. Vous avez mentionné la Tunisie, par exemple. C'est le cas de l'Algérie également, etc. La Libye aussi. Et c'est des pays qui reposent pour cette partie de l'Afrique du Nord sur des ressources hydriques qui sont souterraines et donc non durables. Donc là, c'est un autre problème très important, tout ce qui est l'épuisement de ces nappes phréatiques qui sont destinées en fait à l'irrigation dans le Sahara. Dans le cadre de l'Égypte, du coup, il y a toujours le Nil qui vient un peu sauver la mise quand on parle du stress hydrique. Toutefois, bon, j'ai pas mis le graphique, et je me souviens un peu plus s'il est dans l'article, mais je crois pas, sur l'évolution du stress hydrique donc en Égypte depuis les années 60, où on voit en fait que en termes d'eau disponible par habitant, ben, on a évidemment une baisse, puisque la pression démographique est telle que c'est très compliqué. Pour revenir vraiment sur le côté barrage, etc., et pour revenir peut-être sur la phrase que j'avais dit que l'Égypte est un don, que l'Égypte est un don du Nil, voilà, c'est dans ce sens-là. L'agriculture égyptienne, elle dépend à 98% du Nil aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment, on est sur une agriculture qui est irriguée. D'ailleurs, j'en reviens aussi au rendement. Les rendements en blé en Égypte sont très hauts par rapport à la moyenne mondiale qui est autour de 3-4 tonnes à l'hectare, si je dis pas de bêtises. En Égypte, on est plutôt sur du 6-7 tonnes à l'hectare en fonction des régions, grâce à l'irrigation. Donc on est sur des rendements qui sont très hauts grâce au Nil. Et c'est pour ça du coup que le Nil vraiment a une ressource stratégique et pas uniquement l'eau du Nil, parce que enfin toutes les crues du Nil en fait viennent alimenter toutes ces zones qui sont
proches, notamment en limon, etc. Bon, ben, je parle un peu sous contrôle de Damien, tu sais, je vais pas dire trop de bêtises parce que moi je suis pas du tout agronome. Mais du coup, toutes ces régions-là dépendent vraiment du Nil de manière multifactorielle. Et là où le barrage peut effectivement poser problème, c'est vrai qu'il a la capacité, comme je disais, de retenir toute une crue du Nil. Alors, c'est pas forcément dans l'intérêt de qui que ce soit de retenir toute une crue, mais l'objectif de l'Éthiopie avec le barrage, c'est quand même de faire plutôt de l'électricité. Donc, l'objectif, c'est quand même de retenir quand même en partie de l'eau. Donc, on va voir ce qui va se passer là, parce que 2025, c'est vraiment l'année où les travaux vont être terminés a priori. Il y a déjà deux turbines, je crois, qui sont mises en place, mais les travaux vont être terminés en 2025. Il n'y a toujours pas d'accord entre l'Égypte et l'Éthiopie sur le partage des eaux du Nil. Le dernier accord sur le partage des eaux du Nil date de 1959, donc il commence à être un peu obsolète. Et selon ce partage, l'Égypte s'était pris vraiment je crois 60-70% des eaux du Nil à ce moment-là, et l'autre partie était pour le Soudan, donc l'Éthiopie vraiment n'avait rien. C'est aussi ça l'idée derrière le barrage de la Renaissance qui porte bien son nom pour les Éthiopiens, c'est de dire on a aussi le Nil qui prend de sa source sur notre territoire, donc on veut aussi pouvoir en profiter parce qu'aujourd'hui l'Éthiopie profite pas du tout du Nil, que ce soit dans son agriculture ou l'électricité, etc. Donc c'était ça l'idée derrière le barrage. Donc j'ai envie de dire, bon, la prospective, j'y mets toujours un peu à tâtons. C'est toujours un peu risqué, bien sûr. Mais là, on va le voir, je pense, dans les tout prochains mois, quand le barrage sera vraiment terminé, ce qui va se passer avec l'Égypte. Il va falloir trouver, je pense, un accord entre au moins les trois pays. Donc avec le Soudan, bon, la situation est très compliquée aujourd'hui, politiquement au Soudan, mais en tout cas avec l'Égypte et l'Éthiopie. Et on va voir ce qui va se passer. Du coup, si je rebondis sur la question de Mathieu au niveau des rendements en blé, donc comme j'avais dit, qui sont déjà très hauts, a priori, il n'y a pas vraiment de stratégie qui vise à augmenter les rendements en Éthiopie, en Égypte, pardon. Et il n'y a pas vraiment de problème, là-dessus, alors que, par exemple, en Éthiopie, vous avez ce souci de yield gaps, c'est-à-dire des rendements très élevés à certains endroits, très bas à d'autres, et la moyenne nationale camoufle un peu ça, et on se rend pas vraiment compte des problèmes très locaux. Je crois qu'en Égypte, ce problème est relativement, bien moins important grâce encore une fois à l'irrigation. Donc vraiment, la stratégie, c'est plutôt le développement la bonification des terres, notamment dans le sud. Et c'est vraiment là-dessus que se base toute la communication politique autour de ça. On parle, Maréchal Sissi parle d'un renouveau agricole quand il parle de la bonification des terres dans le sud. Alors du coup, on peut se poser la question de la durabilité de ce genre de stratégie, surtout dans le cadre, comme je viens de le dire, où le Nil peut être en partie menacé, ou en tout cas l'Égypte n'a plus vraiment la main sur le contrôle des crues du Nil comme elle peut l'avoir depuis plusieurs décennies, depuis la construction du haut barrage d'Assouan, qui est donc situé dans le sud du pays. Euh, donc là aussi, du coup, j'ai envie de dire, on va voir, hein, c'est un peu facile, mais je vois pas à court, moyen terme. Ça me semble quand même compliqué de réduire significativement le gap, donc entre la demande et la production. Et pour ce qui est des fournisseurs, c'est encore la Russie qui continue de lui prendre la grosse part des importations de blé en Égypte, même si voilà, en 2023-2022, il y a eu des tentatives de l'Égypte de se diversifier. Hein, comme je vous ai dit, 86% prenaient de la mer Noire, donc faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça peut être vite compliqué quand on est dans un moment de crise comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il y a eu des tentatives de diversification des partenaires en partant notamment vers la France. Hein. La France a vendu pas mal de blé en Égypte là sur les dernières années. Ça a pu compenser d'ailleurs des pertes de marché qui ont été faites en Algérie. Et il y a aussi
cette volonté de l'Égypte d'arrêter de passer par les canaux traditionnels pour ce qui est de l'achat sur les marchés mondiaux. Ça, c'est un sujet assez important qu'il va falloir surveiller sur les prochains mois. C'est que auparavant, vous aviez le gaz, en fait, il faisait un appel d'offres sur les marchés, donc c'est la procédure tout à fait normale, en disant, en gros, on veut acheter pour tant de tonnage de blé, 30 000, 40 000 tonnes, peu importe. Et puis, tous les exportateurs, des entreprises faisaient leurs offres. On peut vendre du blé à échéance même sur de contrats à terme, à tel prix à la tonne, etc., avec tel bateau. Donc ça, c'était vraiment la procédure classique d'achat sur les marchés mondiaux qui se fait depuis des décennies par le GASC. Et là, depuis l'année 2024, en fait, il y a une volonté de l'Égypte de faire du mano à mano un petit peu, notamment avec la Russie, en allant directement voir des exportateurs russes et en essayant de conclure des deals pour des grosses quantités de blé sans passer par les marchés mondiaux et donc avec des prix qui sont très opaques, on les connaît pas finalement, mais qu'on pense être moindres par rapport aux marchés mondiaux. Alors ça a été tenté là en 2024 sur 3 millions de tonnes de blé, donc c'est vraiment absolument énorme. Le deal est finalement tombé à l'eau, ça a été trop compliqué. D'un côté comme de l'autre, je pense que trop d'opacité. Et là, cette agence de l'armée de l'air qui maintenant s'occupe des importations de blé a annoncé là en janvier qui comptait effectivement essayer de négocier directement avec les exportateurs, ce qui en fait signifie que l'ère où on passait des appels d'offres de manière libre sur un marché libre est peut-être en partie révolue, ce qui fait très peur aux opérateurs russes qui passent par ce système. Donc on va voir comment ça va se passer sur les prochains mois pour l'approvisionnement, mais ça risque d'être intéressant parce que là cette année il y a beaucoup de choses qui vont changer vraiment sur les îles, bien sûr. Voilà. Damien, peut-être sur la question. Oui. Pour compléter sur la question du déficit en eau, il faut bien regarder si on veut avoir un peu une carte des pays ou des régions concernés par le déficit en eau, ce qu'on met derrière ce terme, qui peut recouvrir plusieurs significations. En agronomie, le terme de déficit hydrique, c'est une différence entre, d'une part, les précipitations, enfin plutôt d'abord la potentielle évaporation du sol et évapotranspiration par les plantes. Et on fait à partir de ça la différence avec les précipitations. Et donc ça, c'est la notion de déficit hydrique. Et donc tous les pays du Proche et du Moyen-Orient sont concernés, mais une bonne partie du sud de la France est aussi concernée au même titre par cette notion de déficit hydrique. Une autre façon d'employer le terme, c'est par exemple, comme l'a fait Jérémy à l'instant, de mettre en regard avec les ressources disponibles, notamment l'eau qu'on peut puiser. Et là, pour rejoindre la question de Mathieu sur la durabilité, on a effectivement une limite, hein, la durabilité de cette agriculture. Je cherchais dans mes notes pour pas dire de bêtises sur les chiffres. Dans le cadre de la bande de Gaza, on estime que la recharge des nappes souterraines, donc c'est-à-dire ce qu'apporte l'infiltration des eaux de pluie aux nappes souterraines dans la bande de Gaza, c'est à peu près 60 millions de mètres cubes par an, alors que les prélèvements, eux, c'est 200 millions. Et dans ces 200 millions, il y en a 61% pour l'agriculture. Donc, en gros, ça nous fait 120 millions de mètres cubes. Pour l'agriculture, c'est le double de ce que les nappes phréatiques peuvent se recharger. Donc, effectivement, on est sur un modèle qui n'est pas durable et
Là encore, il y a un entremêlement entre ces aspects très techniques, économiques et la situation politique. L'une des raisons qu'on peut évoquer pour ce qui concerne la bande de Gaza, c'est que le fait que la bande de Gaza était une terre d'accueil de très nombreux réfugiés palestiniens depuis 1948 a créé une pression démographique très forte qui explique les pressions qui s'exercent sur la ressource en eau. Et puis le modèle agricole qui a été adopté, lui aussi est très conditionné par la situation politique. L'arboriculture, qui était la principale emprise agricole au niveau foncier dans la bande de Gaza, a très largement décliné, principalement au cours des années 90, assez tôt dans les années 90, en raison de la dégradation de la qualité de l'eau, en particulier de la salinisation. Et ce qui faisait que les arbres fruitiers ne supportaient plus d'être cultivés avec une eau trop salée. Ça, c'est ce que j'avais pu également observer dans mes terrains aux Émirats. Effectivement, vous pouvez irriguer un palmier dattier avec de l'eau avec une salinité importante. En soi, le palmier le supporte, mais il produit pas de dattes. Et c'est un peu le même. Ça se décline aussi pour d'autres espèces d'arbres fruitiers. Effectivement, l'arbre en soi peut survivre, mais au niveau de la production fruitière, on n'en a plus ou très très peu. D'où un changement avec ce modèle économique qui s'est traduit par une multiplication des serres, qui est destiné à la vente sur le marché israélien ou en Cisjordanie, où ça, je crois, c'est sur la période 2014, si je dis pas de bêtises, jusqu'en 2023. Exportation vers l'Europe, avec obligation pour cette exportation de passer par des entreprises israéliennes, mais possibilité d'exporter vers l'Europe, ou aussi exportation vers les pays du Golfe. Et donc ce modèle exportateur, ça a aussi conduit à faire une agriculture très spécialisée. Et les cultures qui sont produites dans ce cadre sont pas forcément des cultures économes en eau. Je dirais même au contraire, ça a beaucoup favorisé la production de légumes fruits, donc des légumes qui demandent le plus d'eau justement pour leur production. Bon, si on visualise à quoi ressemble une tomate ou une courgette, par exemple, c'est assez facile de visualiser que c'est des cultures qui sont particulièrement demandeuses en eau en comparaison de céréales, par exemple. Donc le choix de ces cultures a accentué finalement la pression sur la ressource en eau du fait d'avoir adopté un modèle qui est pas fait pour nourrir la population de Gaza, mais qui est un modèle très spécialisé pour vendre à l'extérieur de la bande de Gaza et ensuite faire autre chose avec l'argent du paiement à la production. Et d'ailleurs, la multiplication des serres, paradoxalement, ça a augmenté la consommation en eau, alors que pour certaines cultures, alors que les serres, a priori, permettent de mieux maîtriser cela. Tout simplement parce que, pour la tomate, par exemple, pour garder cet exemple, sous serre, les rendements sont beaucoup plus importants. Mais donc, le potentiel productif est beaucoup plus important, et puisqu'il est plus important, on pousse les rendements pour atteindre ce potentiel, et ça passe notamment par une irrigation importante. Voilà. Pour la question du matériel, alors beaucoup de matériel vient de l'aide internationale, de différentes associations. Je pense par exemple à une association qui a son siège en Grande-Bretagne qui s'appelle Save Children International, qui est l'une des associations internationale qui est intervenue dans l'aide au développement de l'agriculture dans la bande de Gaza. Il y a aussi beaucoup de matériel fourni par des agences gouvernementales. Alors évidemment,
Depuis octobre 2023, tout ça a été considérablement bouleversé, voire arrêté. Mais il y avait notamment des agences gouvernementales des États-Unis ou de l'Allemagne, notamment, pour citer que quelques exemples, mais la France aussi, qui, dans leur aide, c'est pas que de l'argent, c'est aussi notamment du matériel. Notamment des géomembranes qui permettent de faire des citernes assez facilement. Alors ces géomembranes à une toute autre échelle, c'est aussi ce qu'on utilise pour les retenues d'eau qu'on appelle les méga-bassines dans le langage médiatique en France, où là c'est sur des superficies tout autres, mais c'est le même type de matériau qui est beaucoup plus résistant que les toiles en nylon qui étaient utilisées jusqu'ici. Et donc des associations, en particulier l'association PARC, donc c'est Palestinian Agriculture Relief Committees. Cette association distribue les géomembranes aux agriculteurs pour pouvoir mettre en place des retenues d'eau. Et c'est des retenues d'eau où on achemine à la fois ce qu'on arrive à récupérer des précipitations, donc en mettant en place tout un réseau de gouttières pour recueillir l'eau qui ruisselle sur les toits des serres, par exemple, de l'eau puisée, et puis de l'eau douce qu'on fait acheminer soit par camion-citerne, soit par le réseau de distribution publique. Et on mélange toutes ces eaux pour arriver à avoir une eau d'une qualité convenable, en particulier une eau qui soit pas trop salée. Donc c'est beaucoup de technicité, d'ingéniosité, de débrouillardise. Et puis pour l'énergie, donc l'énergie électrique, le réseau public dans la bande de Gaza avant octobre 2023, c'était selon les endroits et selon les journées entre 4 et 8 heures d'électricité par jour. Donc sur 24 heures, 4 à 8 heures d'électricité distribuée. Donc beaucoup d'agriculteurs ont mis en place des panneaux photovoltaïques pour avoir une production d'électricité locale. Il y a aussi les groupes électrogènes, bien sûr, mais les groupes électrogènes, il y a une vulnérabilité très forte puisque groupe électrogène, ça veut dire carburant pour l'alimenter, donc très dépendant de l'approvisionnement en produits pétroliers qu'on peut avoir. Et donc la situation la meilleure, on va dire, pour garantir un approvisionnement en électricité, c'est les panneaux photovoltaïques. En Libye, quelle perspective d'amélioration des dispositifs d'alerte des crues depuis Derna? En fait, le problème, ça n'a pas été... les autorités libyennes étaient au courant. Le 10 septembre, le centre météorologique libyen avait averti que Derna arrivait, qu'il fallait prendre des précautions, etc. C'est d'ailleurs pour ça que le maire de Derna avait décidé de faire évacuer les quartiers qui étaient proches de la mer. Donc le problème, ça n'a pas été de l'alerte. Ça a plutôt été comment après avoir été averti, les autorités ont traité ça. Par rapport au barrage, il y a un fonds de reconstruction, mais pour le moment, ils ont dit qu'ils allaient réparer les barrages, mais 1 an et demi après, d'après les informations que j'ai, rien n'a été fait. Il y a eu un peu de reconstruction par rapport à la ville elle-même, mais apparemment même cette reconstruction est plutôt basée sur essayer de faire quelque chose de rapide pour faire plaisir, plutôt que de faire quelque chose de bien. Juste pour donner un exemple, il y a la route principale qui a été réparée, mais ils ont juste mis une couche de goudron et elle est déjà craquelée depuis qu'ils ont mis le goudron. Donc c'est plutôt prendre en considération le dommage et reconstruire, mais ça n'a pas été un problème d'alerte. Merci. Alors, dans quelle mesure les changements climatiques impactent l'agriculture? Il l'impacte de différentes manières. Je donnais tout à l'heure la manière dont en agronomie on définit le déficit hydrique avec à partir de l'évaporation de l'eau du sol et de l'évapotranspiration par les plantes. Donc le changement climatique qui se traduit principalement par un réchauffement se fait augmenter ces valeurs d'évaporation et d'évapotranspiration. Ce qui fait que une région potentiellement qui est pas en déficit hydrique aujourd'hui peut le devenir
rien qu'avec ce facteur-là. Sur les précipitations, je suis pas climatologue, mais des souvenirs de ce que je peux avoir comme connaissance sur le sujet, c'est une plus grande irrégularité des précipitations dans le bassin méditerranéen, avec des périodes de précipitations qui sont beaucoup plus concentrées, donc des quantités, des millimètres d'eau qui vont tomber sur un pas de temps beaucoup plus resserré. On l'a vu avec ce qu'a présenté Juliette, qui évoquait l'ampleur de la tempête qu'elle a traité dans son article, qui n'est pas du tout dans les normes de ce qu'on connaissait, et où le lien avec le changement climatique a été fait pour expliquer une ampleur, elle disait 50% plus importante qu'avant le réchauffement conséquent de la mer Méditerranée. C'est cette concentration des précipitations sur des périodes plus courtes, ça pose des problèmes supplémentaires pour la reconstitution de la ressource en eau utilisable, puisque une très grande quantité d'eau sur très peu de temps, c'est en proportion moins d'eau qui s'infiltre que la même quantité d'eau tombée sur un pas de temps plus large. En plus, l'impact de la pluie sur le sol peut entraîner des phénomènes comme la battance qui, pour aller vite, imperméabilise la surface du sol, et donc vont faire que cette eau va beaucoup plus ruisseler que s'infiltrer. Et puis, en lien avec ce que je viens de dire à l'instant, il y a la problématique de l'érosion des sols agricoles. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de plus en plus de pays d'Afrique du Nord en particulier qui s'intéressent aux techniques de ce qu'on range sous l'appellation d'agriculture de conservation, agriculture de conservation des sols, puisque on s'attend dans le bassin méditerranéen à avoir des phénomènes d'érosion par l'eau qui ont des effets encore plus importants qu'aujourd'hui, du fait de ces précipitations plus concentrées sur un temps resserré. Sur l'Égypte, il y a beaucoup de chiffres qui sont donnés vis-à-vis de l'évolution des rendements sur les changements climatiques. Je reviens sur ce qu'a dit Damien. En fait, c'est là où c'est vraiment important, c'est pour le blé en Égypte, c'est vraiment le réchauffement. C'est-à-dire que puisque le climat continue de se réchauffer, le blé égyptien a besoin de plus en plus d'eau pour survivre, en fait. Donc, dans ce cadre-là, il y a deux grandes choses à avoir en tête. C'est effectivement déjà l'érosion des sols, qui sont de plus en plus soumis à des intrants, etc., pour combler la chute de rendement à cause des températures élevées. Et puis la deuxième chose, c'est toutes les problématiques autour de l'utilisation de l'eau et d'irrigation, à la fois en Égypte, mais dans toute l'Afrique du Nord, hein, parce que c'est même dans les régions où en fait on a assez peu d'eau, lorsqu'on en a, on voit qu'elle n'est pas toujours bien utilisée. Et notamment, c'est un exemple un peu qui sort un petit peu de l'Égypte, mais on peut voir que en Algérie, où les pivots d'irrigation poussent un peu comme des champignons ces dernières années, on voit en fait que dès que les agriculteurs voient que le pivot fonctionne et qu'il y a de l'eau qui arrive, et en fait on a des phénomènes de surirrigation très vite. On a des cultures qui se mettent en place et qui sont économiquement rentables pour l'agriculteur, mais qui sont pas durables et qui demandent beaucoup trop d'eau. Ça se voit également en Égypte. Il y a des pays, notamment les Émirats, qui investissent beaucoup dans la bonification de terre en Égypte. Qui même si c'est sous la main de l'armée égyptienne, comme je l'ai dit, il y a pas mal d'investissements étrangers qui viennent des monarchies du Golfe. Et donc, on a vu que, il y a déjà des exemples en Moyenne-Égypte où
l'eau est pas utilisée de manière durable et en fait, on est largement au-dessus des niveaux de renouvellement en fait de la ressource, quoi. Merci. Je me permets d'enlever très rapidement ma casquette de modératrice et d'ajouter juste par rapport à mon travail que je fais à la Fondation Farm en tant que responsable de projet sur un projet qui s'appelle ACMED, sur l'adaptation justement des agricultures méditerranéennes au changement climatique. Ces questions seront abordées justement dans un ouvrage qu'on a coécrit également avec Mathieu Brun, peut-être derrière, qui est sur l'urgence de l'adaptation. On a dans cet ouvrage, donc effectivement, on s'appuie sur les données climatiques qui ont été réalisées déjà par le GIEC et par le MEDEC. On se base sur des données climatiques qui existent en soi. Elles sont parfois plus délayées selon les pays, mais on a quand même des données assez importantes, en particulier sur la zone méditerranéenne qui se réchauffe 20% plus vite que le reste du monde. On a aussi moins 4% par degré de réchauffement de précipitations. Donc, on voit quand même si les données de la même manière, hein, selon les régions et selon les pays diffèrent, mais globalement, on reste dessus. Effectivement, sur les questions de stress thermique, stress hydrique, on a pris en compte également ça pour réaliser des cartographies sur l'évolution justement des cultures selon le réchauffement climatique. Il y aura d'ici 2050 à 2100 avec Serge Zaka, qui est agroclimatologue. On a réalisé ça sur plusieurs cultures emblématiques de la Méditerranée. Et on voit par exemple sur les questions sur la vigne, par exemple, une évolution justement de cette culture, en particulier vers les latitudes et en altitude également. Donc on va se retrouver en fait avec des cultures emblématiques de la Méditerranée qui vont en fait se retrouver davantage dans des pays du Nord, donc en France par exemple, jusqu'à à peu près même la Bretagne, disons. Donc on a vraiment une évolution du climat même méditerranéen qui va se trouver beaucoup plus au nord. Voilà. Et cet ouvrage, il est disponible gratuitement sur Netflix. Pour compléter puisque tu évoquais les travaux de Serge Jacquat également, ça m'a fait penser à une des choses sur lesquelles il travaille, qui est sous l'effet du changement climatique, des changements dans les périodes à laquelle une plante atteint un stade de sa végétation, notamment sur des périodes de floraison ou pour les plantes qui produisent du fruit, à quelle période justement ce fruit arrive à maturité, qui se décale dans le temps, qui ont tendance à être de plus en plus précoces. Et donc ça implique de repenser certains itinéraires techniques dans la manière de conduire les cultures, de faire un travail sur les variétés également. Donc l'un des leviers, un des enjeux cruciaux, c'est aussi la préservation des variétés de plantes cultivées qui existent dans le bassin méditerranéen pour pouvoir s'appuyer sur cette richesse qui a été co-créée par la nature et par les hommes au fil des siècles, même des millénaires parfois, pour trouver des réponses à ces défis actuels. Et puis en termes de résistance également aux maladies fongiques, donc les maladies causées par des champignons, puisque une autre conséquence de l'augmentation des températures et quand elle est combinée surtout à une augmentation du taux d'humidité, c'est dans l'air, c'est le développement beaucoup plus grand de maladies causées par les champignons. Les autres questions, donc, de quelles données climatiques dispose-t-on et dans ces territoires, Égypte, Gaza ou Cisjordanie, si vous avez des éléments? Et y a-t-il des études perspectives sur l'évolution des cultures et l'élevage de ces faits-là? Oui, le plus simple, à mon avis, si on veut avoir une vue d'ensemble, avoir accès rapidement à l'information, c'est les données qui ont été synthétisées par le GIEC. Après, il y a des climatologues qui travaillent plus spécifiquement sur des régions particulières, mais pour avoir une vue d'ensemble, c'est ce qui a été synthétisé par le GIEC, et avec des scénarios prospectifs aussi. Et puis, je pense que sur l'adaptation des cultures, c'est votre travail quotidien, donc t'en parleras de mieux. Oui, tout à fait. Sur justement la question de l'évolution des cultures, hein, bien que l'outil soit toujours en évolution, il y a aussi l'outil en ligne de GAEZ, GAEZ, de la FAO, qui donne aussi une première vision, hein, de l'évolution des cultures, bien que évidemment il y a un manque de données cruciales, donc il y a besoin évidemment de réformer ces modèles et ces modélisations qui peuvent exister. Mais il y a des premiers éléments à l'intérieur, et ensuite de manière plus régionale et plus nationale,
On a aussi des travaux qui sont réalisés par les instituts d'agronomie de chaque pays. Là, je cite ceux que je connais le plus et qui ont fait déjà un travail prospectif là-dessus. Le Maroc, par exemple, a déjà fait des cartographies par rapport justement au blé et par rapport à certaines cultures assez importantes dans ces zones-là. Et on a aussi des projets qui sont eux plus sur des cultures très spécifiques et sur des zones très spécifiques, l'olivier typiquement. Et encore une fois, si vous voulez plus d'informations plus claires, et il y a le livre blanc, où là il y a pas à la fois seulement notre expertise, mais c'est vraiment une reprise, une synthèse de ce qui existe déjà. Donc si vous avez besoin de regarder aussi et chercher des références, vous pouvez déjà prendre cette entrée, je pense, qui est assez intéressante. Oui, je dirais juste peut-être, tout ça, peut-être un petit pas de côté, mais c'est la réflexion qui me vient quand on entend tout ça, qu'on a dans beaucoup de pays d'Afrique du Nord et peut-être Moyen-Orient également, cette tendance à vouloir, pour toutes ces stratégies d'autosuffisance, etc., de mettre en place des systèmes productifs qui vont pas forcément, qui sont pas forcément co-construits avec les agriculteurs sur place. C'est ce qui se constate dans le sud de l'Algérie, c'est ce qui se constate dans le sud de l'Égypte. Je l'ai dit, hein, c'est l'armée qui contrôle, etc. C'est un format agribusiness qui prend pas forcément en compte les savoirs en fait ancestraux qui sont sur place depuis longtemps. On est quand même dans des zones désertiques où les agriculteurs ont appris à jouer avec le manque le manque d'eau, avec des températures trop élevées, etc. L'exemple quand même le plus frappant qui me vient en tête, c'est toute cette chute de l'agriculture d'oasis en Algérie principalement, où en fait vous voyez le Sahara algérien est vraiment constellé d'oasis qui tirent leur eau de la nappe albienne, qui est donc la plus grande nappe phréatique du monde, qui s'étend sur l'Algérie pour 70%, la Tunisie et la Libye. Et en fait, on avait une agriculture dans ces oasis, donc l'agriculture oasienne, qui était vraiment qui respectait en fait les ressources en eau dont disposait le territoire. Et puis on est passé à un système productif où on met en place des pivots d'irrigation et où en fait on voit que des zones de la nappe phréatique ont déjà été complètement desséchées et qu'il faut creuser plus bas pour avoir de l'eau. Sauf que plus bas, l'eau, elle est plus salée. Donc on revient sur la problématique de dessalement dont tu as parlé Damien tout à l'heure, qui est extrêmement importante pour la qualité des sols, pour les plantes, etc. Donc voilà ce que je dirais, mais je renvoie au livret blanc de Farm qui, je pense, résume bien toute la question sur l'ensemble de la zone. C'est que certes, on a besoin de produire plus parce qu'il y a de plus en plus de gens, la demande augmente, etc. Mais je pense que voilà, quand on voit une stratégie qui va à l'encontre de ce qui se fait en termes d'agriculture sur place, souvent ça amène pas des réussites, quoi. Oui, en fait, là, les tomates, c'est bien, mais enfin, c'est que de l'eau, c'est vrai. Et historiquement, en fait, c'est surtout les protéines que les gens cherchaient à faire. Avant 1500, en Europe, ici, on mangeait principalement du blé. On avait beaucoup de carences. On mangeait pas rien d'autre, quoi, du chou, des blés. Donc, les gens avaient beaucoup de carences. Le reste, ça apporte des éléments pour des carences. Mais le blé, moi, j'ai entendu que quand la vernalisation se fera plus, il y aura plus d'épis. Il y aura que de l'herbe. Et que normalement, avec plus de 3 degrés, on devrait arriver à beaucoup de régions où il y a plus de vernalisation et il y aura plus de blé produit. Est-ce que ça donnera quoi, en fait? Par exemple, je ne sais pas comment ça vernalise d'ailleurs en Égypte et là-bas, parce que ici, il fait froid toute la nuit aussi. Là-bas, c'est peut-être que la nuit qui fait froid. Enfin, la nuit et le jour ici. Mais ce problème de faim du blé, quoi. Enfin, sauf peut-être en Russie, qui vont avoir froid, mais autrement, qu'est-ce que ça va donner sur le monde? C'est difficile de répondre parce que il y a un flou ou une controverse, on va dire, sur ce que peut encore apporter le progrès sur la recherche variétale au niveau génétique.
Pour certains, il y a encore beaucoup de possibilités d'adaptation. Pour d'autres, on est arrivé quasiment au bout de ce qui est possible. C'est vraiment difficile de pouvoir avoir une réponse claire. Enfin, en l'état actuel, je pense que si on veut être honnête et ne prêcher pour aucune chapelle, c'est pas possible de faire une seule réponse. On va dire qu'on peut faire des scénarios prospectifs selon que, entre autres sur la question de la sélection variétale, mais pas seulement, on arrive à s'adapter davantage au changement climatique ou non. Mais c'est difficile de pouvoir faire une réponse d'ensemble. Et puis, il y a des choses, notamment dans les systèmes agricoles qui évoluent un peu par catastrophe. Pour reprendre notre histoire en Europe de l'Ouest sur la culture des céréales, pendant très longtemps, ce qu'on appelait les blés, qui était un terme générique pour toutes les céréales, c'était beaucoup l'orge et le seigle. Et puis il y a eu les maladies de l'ergot liées à l'ergot du seigle, par exemple, qui a fait que on a basculé au XVIIIe siècle, si ma mémoire est bonne, sur le blé, ce qu'on appelle vraiment le blé dans le sens moderne du mot, de manière prédominante dans la culture de céréales. Je pense à d'autres régions auxquelles j'ai pu m'intéresser dans l'ouest des Grandes Plaines nord-américaines, par exemple, où l'agriculture a été complètement bouleversée par le Dust Bowl dans les années 30. Donc, ce phénomène d'érosion intense qu'on ensevelit des villes, des villages, des fermes sous les nuages de poussière. Avec le livre de Steinbeck, Les raisins de la colère, qui retrace ce drame qu'a vécu cette région. Donc, on peut faire des scénarios prospectifs, mais c'est intéressant, mais il faudra pas s'étonner si la réalité, c'est finalement aucun de ces scénarios, parce que beaucoup de choses évoluent à la suite de catastrophes, et ça imbrique tellement d'éléments à la fois sociaux, économiques, du sol, du climat, des autres ressources, que bien malin celui qui pourra dire ce qui adviendra. Merci beaucoup et merci aux intervenants. J'ai une question pour Juliette. Donc j'ai bien compris que la population subissait la défaillance institutionnelle, mais j'aurais aimé savoir, peut-être un peu naïvement, est-ce que justement la population locale, voire la société civile, a une place justement actuellement dans la situation qu'ils vivent? Merci. Merci beaucoup pour la question. Oui, et après les inondations, il y a eu des manifestations vraiment comme on n'en avait jamais vu depuis des années, surtout dans l'est de la Libye, parce que les deux côtés ne sont pas très respectueux des droits humains de toute façon, mais il y a vraiment le Khalifa Haftar, le chef le Field Marshal, désolé, j'ai tous les mots qui viennent en anglais, le Field Marshal de l'armée nationale libyenne, gouverne vraiment l'est de la Libye d'une main de fer. Donc dès que quelqu'un parle à l'encontre de ses fils, à l'encontre du Parlement qui est basé dans l'Est, il termine en prison. Donc ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de manifestations, mais elles ont très vite été dispersées. L'armée est venue, ils ont barricadé la place principale. L'internet a été coupé, les télécommunications ont été coupées, donc toute organisation pour une nouvelle manifestation a été impossible. Malheureusement, la société civile libyenne est diabolisée par les autorités, que ce soit l'Est ou l'Ouest. Elles sont vraiment perçues, mais pas que par les autorités, mais par beaucoup de Libyens eux-mêmes, comme des émanations de l'Occident qui sont là pour pervertir leur façon de vivre, etc. C'est une société qui est très conservatrice, et donc malheureusement ils n'ont pas forcément une très bonne vision à cause de la propagande des autorités libyennes. La population n'a pas une bonne vision de la société civile, qui rend son travail très difficile. Ils ont été très actifs après Derna, ils ont essayé de pousser pour qu'il y ait une enquête à l'international, pour qu'il y ait justice.
Mais finalement, voilà, la justice n'a pas été transparente. C'est focalisé sur les personnes faciles à avoir et n'est pas monté aux responsables politiques qui auraient pu être impliqués eux aussi. Donc, c'est pas une réponse très positive. Après, on verra ce que ça donne. Il y avait cet espoir que ces manifestations arrivent à quelque chose, qu'il y a un changement, mais les autorités des deux côtés ont vraiment muselé tout, donc c'est difficile de changer les choses sans que les autorités soient de votre côté. Merci Juliette. Une conclusion triste malheureusement, mais merci beaucoup Juliette. Merci à tous les intervenants et au public également et à cette invitation de l'EREMO dans ces locaux. Je pense qu'on peut conclure sur cela et puis c'est bienvenue aux autres rencontres EREMO.